Bonjour. Alors, si vous avez déjà vu ce tableau qui est partagé depuis quelques jours, je veux juste vous aider à y voir clair. On parle du fait que potentiellement la bulle sur les semi-conducteurs serait quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 300 ans parce qu'il le compare à la bulle de Mississippi en 1718 ici. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont regardé le Nasdaq et donc c'est pour ça qu'ils disent: «Oh, c'était 55% au-dessus de la moyenne de 100 jours et aujourd'hui on est à 62%, mais c'est sur un indice beaucoup plus restreint» et donc évidemment, ils ne comparent pas des pommes à des pommes. Et donc moi, je voulais vous montrer justement, j'ai pris 2 minutes pour le faire, ça prend pas beaucoup de temps d'aller voir l'indice. Et comme vous voyez, en fait, eh ben, donc ici, on est à 62% au-dessus de la ligne violette, qui est la moyenne de 100 jours. Mais comme vous voyez, en fait, quand il y a eu la bulle de l'an 2000, on était à 102% au lieu de la moyenne au plus haut ici. Voilà. J'ai un autre graphique pour vous montrer après. Et en 1995 aussi, on était à 61 et quelques pourcents. Et après, bon, vous voyez, il y a eu des énormes baisses, moins 74 et moins 85. Donc ici, on voit les détails. Et donc, c'était pour vous illustrer un petit peu qu'il faut faire attention parce qu'il y a des grands fonds, des grandes banques qui, des fois, font sortir des nouvelles pour soit faire paniquer les gens et les faire vendre, en fait, avant qu'il y ait une opportunité pour eux de racheter et que ça reparte, ou l'inverse, de dire que tout va bien, que c'est le meilleur moment pour acheter, juste avant que, justement, c'est sommé. Et comme vous voyez, les chutes sont vraiment brutales. Ici, voilà, le moins 74 que je vous disais. Quand on a eu la bulle de l'an 2000, on a parlé de moins 85%. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Voilà, c'est depuis 2020, je vous ai mis, et donc on voit ce genre de mouvement pour ceux qui connaissent les vagues d'Elliott. Et donc, on a un mouvement vers le haut, un repos, un autre mouvement vers le haut, un repos, et un dernier mouvement vers le haut qui se termine parfois par quelque chose d'euphorique, comme ce qu'on vient de voir, et qu'on est très éloigné de la moyenne de 100 jours, ici en violet, comme je vous disais. Voilà, tout ça, ça nous met des indices qu'il faut faire quand même attention, parce que en fait, justement, la question, et c'est pas toujours évident à le voir quand on est dedans, c'est est-ce qu'on est ici ou est-ce qu'on est là? Parce que comme vous voyez, la baisse qui suit n'est pas la même. Ici, on aurait une petite baisse, bon, qui peut être quand même significative, mais on parle quand même 10-20%, quelque chose comme ça, peut-être 30%, avant de repartir vers le haut. Alors qu'ici, on parle vraiment d'une fin de cycle où ce serait beaucoup plus violent, etc. Et donc, on se positionne pas de la même manière pour l'un ou pour l'autre. L'idée, en fait, quand on ne sait pas, c'est de se positionner d'une manière qui permet de gérer le risque et d'être OK d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous en reparlerai plus tard, j'ai des stratégies justement pour ça, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Ici, je voulais vous montrer un graphique qui montre que en fait, les gens n'arrêtent pas d'emprunter de l'argent pour investir. Et donc, évidemment, c'est jamais bon signe. Vous voyez que c'est intéressant de voir qu'ici, bon, justement, on avait eu un pic juste avant le top de l'an 2000. Bon, c'était quand même très peu parce que les gens n'investissaient pas massivement à l'époque. On a eu aussi un pic avant que la bulle des années 2008 éclate aussi. On a eu un pic intéressant ici aussi à fin 2021, début 2022, donc avant le début de ce bear market, qui a été sauvé par l'introduction de ChatGPT ici. Et vous voyez à quel point c'est parti vertical depuis, à quel point on est haut ici. Et donc voilà, quand on regarde juste ça comme ça, on se dit, bon, c'est un signe qu'il faut surveiller ça, que c'est pas sain, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez voir que c'est encore pire quand on regarde en pourcentage du PIB américain, parce que là, en fait, on passe vraiment, voilà, on est au-dessus de 5% du PIB américain. Donc quelque chose qui pourrait s'effondrer du jour au lendemain, parce que n'oubliez pas que quand les gens empruntent pour investir, il y a toujours un niveau où en fait ils sont obligés de vendre, où le courtier vend pour eux, c'est ce qu'on appelle un appel de marge, margin call en anglais. Et donc si ça arrive, tout ça, ça peut créer un effet vicieux, donc l'inverse de l'effet mécanique qui a fait monter le SP500 depuis 2 mois. Et donc là, ça pourrait vraiment être à l'inverse et ça pourrait créer vraiment des gros problèmes. Donc voilà, c'est à surveiller. Ici, c'est un autre graphique aussi pour vous montrer que le 20% en 4 semaines, là, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit souvent. Donc, vous voyez, on l'a eu ici justement récemment. Regardez où est-ce qu'on l'a eu la dernière fois. C'était quelques semaines avant le top de la bulle de l'an 2000. Et la fois d'avant, c'était quelques mois avant le top de 1929, juste avant le gros crack et la Grande Dépression qui a suivi. Donc voilà, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de signe et qui seront surpris quand la bulle va éclater, eh ben, regardez les signes qui sont là, il ne faut pas les oublier. Bon, ça c'est juste pour vous montrer un petit peu l'histoire de les deux extrêmes au niveau mécanique. Donc en bleu ici, on a ce qu'on appelle l'index de gamma. Donc c'est pour vous montrer à quel point on a eu un extrême bas ici, suivi d'un extrême haut. Et donc c'est pour ça que si on s'attend à un retour, voilà, il n'y aura plus le support en ce moment pour continuer le mouvement au niveau purement mécanique. Ceux qui veulent encore plus de détails, alors là on a vraiment beaucoup plus de détails au niveau de qu'est-ce qui a composé la hausse mécanique ici. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires là, mais je veux juste passer rapidement pour vous dire voilà, que j'avais déjà parlé de ça un petit peu dans le passé, c'est juste que je trouvais que c'était un graphique intéressant. Ça, j'ai trouvé aussi que c'était intéressant pour visualiser qu'est-ce qui se passe. Quand je vous parlais de concentration qui est très dangereux, vous voyez ici, c'était une journée où il y a eu un plus haut sur le SP500,
Et regardez en rouge, voilà, on a seulement 7 actions qui ont tiré le SP500 en positif et qui étaient donc à plus 2% pour ces 7 actions. Les 493 autres actions étaient en négatif, de pas grand-chose, je vous l'accorde, mais quand même en négatif. Et donc ça vous montre à quel point il y en a juste 7 qui tirent le truc vers le haut et que si ces 7 vont mal, ce qui à un moment donné va arriver, parce qu'ils peuvent pas éternellement aller bien, surtout avec les signes avant-coureurs qu'on voit où ils ont de moins en moins de cash, où ils n'ont pas encore réussi à prouver qu'il y a vraiment ce retour sur investissement pour l'intelligence artificielle et toutes les dépenses qui sont mises là-dedans, etc. Voilà, c'est quand même risqué de se dire c'est juste cette action qui tire le tout vers le haut. Un autre signal dont je vous avais parlé dans le passé, Hindenburg, donc ça c'est sur le SP500, vous voyez quand même que à chaque fois c'est arrivé proche d'un top ou à un top, juste avant des baisses, alors parfois des petites baisses, mais globalement des assez grandes baisses, voilà. Et donc, voilà, on en a un nouveau. Qu'est-ce que ça va être? Et celui-là, regardez, ça combine les deux. Donc, est-ce qu'il y en a un sur le SP500 et sur le Nasdaq? Alors, vous voyez, ça arrive moins souvent, mais voilà, on en a un qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On verra bien, on va surveiller. C'est pas une garantie qu'il y a quoi que ce soit, c'est juste quand on met tous les éléments ensemble, on voit que les probabilités en fait sont vraiment du côté pour qu'il y ait une baisse au minimum. Et donc, on verra en fait. Ce qui est le plus important, c'est pas la baisse, c'est qu'est-ce qui va arriver après la baisse. C'est est-ce qu'elle va déclencher ce cercle vicieux où en fait ça va accélérer vers le bas et ça va créer vraiment un crack, ou est-ce qu'il va y avoir un rebond sur un niveau de support important? Et là, à ce moment-là, on pourrait potentiellement avoir ce dernier mouvement vers le haut qui était un petit peu mon scénario de base dont je vous avais parlé dans les derniers mois. Ça, c'est un autre graphique intéressant. Donc, ça nous montre en fait la tendance en rouge ici. Alors, voilà. Hop. Et vous voyez qu'en bleu, à chaque fois, on a ces pics pour ce qu'on appelle momentum stocks, c'est donc les stocks ou les ETF qui suivent vraiment une tendance et donc juste du momentum. Et voilà, on voit qu'à chaque fois, c'est très dévié de la tendance et ça redescend aussi vite, voire plus que c'est monté. Donc en 2008, c'est descendu encore plus vite. Ici, c'est descendu aussi très vite. Et vous voyez à quel point là, on est parti vertical en haut. On est à 5 écarts types voilà, de la moyenne. Donc vous pouvez imaginer que quand ça va redescendre, ça va faire très mal. Ça, c'est un graphique aussi que j'ai trouvé intéressant parce que c'était un des éléments que j'avais regardé pour vous dire qu'on arrivait probablement à un top ici et que en gros, le marché n'a pas fait grand-chose pendant 6 mois avant de commencer sa baisse. Et vous voyez, c'était vraiment un niveau très élevé sur le nombre d'actions dans l'SP500 qui étaient à des plus bas. Et regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui, on est en fait un peu plus haut que ce qu'on avait ici. Donc c'est pour ça que quand on met tous les éléments ensemble, hein, ce mouvement artificiel qui est ridicule quasiment, et tellement il est fou, et qui est basé purement sur la mécanique, pas sur des vraies bonnes nouvelles, des vraies raisons en fait, et on se dit, voilà, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va réussir à descendre, à rebondir ici pour repartir un dernier coup? Ou est-ce que en fait, il va casser certains niveaux, qui va déclencher des stops, qui va déclencher des stops, qui va déclencher des stops, et qui va finir beaucoup plus bas? Voilà, ça va être le truc à surveiller, parce que c'est quand même assez risqué, même s'il y a des moyens de gérer le risque, mais voilà, on est vraiment dans cette partie euphorique qui est beaucoup plus difficile à lire, et donc il faut se baser quand même sur un plus grand nombre d'indicateurs que d'habitude pour avoir une vision plus claire, sans certitude, hein, seulement les probabilités. Ça, c'est un autre élément aussi qui nous dit que souvent, c'est des choses qui arrivent au top, des IPO d'entreprises qui, sur papier, ne valent pas du tout leur prix d'entrée en bourse, ne valent pas non plus le prix qu'ils arrivent à rejoindre dès qu'ils rentrent, parce qu'il y a tout le monde qui veut l'acheter, peu importe le prix. Les gens ne réfléchissent même pas. Je ne me rappelle pas exactement à quel niveau de prix, mais c'était peut-être à l'ouverture ici, que en gros, le prix d'ouverture était basé sur plus de 200 années de vente. Pas de profit net, de vente. Donc quelqu'un qui l'achète à ce prix-là, à l'ouverture, se dit, moi je suis prêt à me dire que pendant 200 ans, je ne ferai pas de profit s'ils arrivent à vendre ça, et que voilà, c'est du délire, quoi. Et donc, bon, là, je vous l'ai mis en bougie de 30 minutes parce qu'il y avait juste 2-3 jours de trading, donc sinon on verrait pas beaucoup de détails, mais vous voyez à quel point ça ouvre là, il y a les premiers qui achètent en se disant c'est bon, c'est parti pour la lune, et après, hop, voilà, ça se casse la gueule. C'est le exit liquidity, hein, les investisseurs qui étaient là au début veulent se débarrasser de leurs choses. Il y en a qui sont verrouillés en général pour 3 ou pour 6 mois, mais il y en a qui ont pu sortir tout de suite, etc. Et voilà, c'est quand même pas étonnant d'avoir cette liquidité, et comme vous voyez sur le graphique à droite, malheureusement, la plupart des IPO, surtout ceux qui sont très hypés, on voit que sur 3, 6 ou 12 mois, en fait, c'est négatif. Et regardez, il y en a certains qui ont été vraiment dans l'extrême négatif, hein, moins 90%, je sais pas quoi, pour Robinhood, Rivian, etc. Et qu'il y en a très peu, en fait, qui ont été positifs. Donc voilà, c'est l'exception, pas la règle pour les IPO. Donc c'est pour ça que personnellement, moi, je les évite, et que je recommande pas aux gens d'aller avec beaucoup d'argent dessus s'ils veulent y aller, parce que historiquement, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc ça, c'était le scénario dont je vous avais parlé, mon
mon scénario de base que je vous avais présenté dans les derniers mois. Et donc, comme vous voyez, bah, j'avais mis le top de la boîte verte ici à peu près au niveau où on est en ce moment, donc autour des 740-750 pour l'ETF SPY. Et comme je vous avais dit justement, bah, voilà, on a un petit peu de potentiel de montée, mais globalement, il y a beaucoup plus de potentiel de descente avant potentiellement justement ce dernier mouvement vers le haut avec toutes les IPO qu'on attend, comme justement SpaceX et xAI, OpenAI, Anthropic et d'autres, etc., qui justement souvent marquent le top d'une bulle, mais on ne sait jamais, hein, des fois on peut être surpris, donc si tout le monde s'attend à ça, peut-être que ça n'arrivera pas, donc on va le surveiller. Mais donc vous voyez, globalement, c'est intéressant de voir que bah, ça s'est arrêté exactement ici, qui était un mouvement que j'avais calculé, etc. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, mais jeudi dernier, j'ai vraiment eu le même feeling que fin octobre, quand je vous ai donné le premier avertissement, là, que attention, ça commence à devenir plus risqué. Donc là, je me dis, ben, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est drôle aussi, c'était le fait qu'il n'y ait rien qui a été annoncé comme deal, soit pour la technologie avec tous les PDG que Trump a amené avec lui, incluant Nvidia, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de résolution pour l'Iran, qu'il y ait les commentaires sur Taïwan, que les États-Unis sont un peu en train d'abandonner et que c'est très relié à tout ce qui est tech, AI, etc. Et donc, je m'attendais à ce que ça baisse vendredi, ben, ça a été le cas. Aujourd'hui, ça a continué. Donc, on va voir ce qui se passe cette semaine, hein. Il y aura d'autres éléments à surveiller, mais globalement, je pense que d'une manière ou d'une autre, je vous ai dit, on arrive vers une baisse qui risque quand même d'être importante. C'est juste que c'est ça. Est-ce que c'est la baisse ici avant le dernier mouvement pour repartir vers le haut, ou est-ce qu'on se trouve vraiment potentiellement dans cette fin de cycle? Et à ce moment-là, la baisse risque d'être beaucoup plus violente. Donc, comme vous voyez, en général, ça se passe en deux fois, hein. On a la première partie, on a un petit rebond qui permet de sortir, pas au top, mais quand même à un bon niveau. Et bon, souvent les gens pensent que c'est reparti, donc ils réinvestissent à fond ici juste avant que ça baisse. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que on arrive potentiellement dans une zone à surveiller un peu plus que d'habitude. Bon, désolé, c'est juste en anglais, mais c'est pour vous dire, voilà, on a vu un peu la bulle, et maintenant on va regarder un petit peu les fondations de l'économie avec les dernières données. Donc, je voulais vous parler d'abord du bureau des statistiques qui a donné les données de l'emploi pour avril. Et donc, en gros, ils nous ont dit un chiffre positif, plus 115 000 emplois créés. Alors, même si c'est moins que le chiffre du mois d'avant, c'était vu très positivement parce que les marchés s'attendaient à moins. Sauf qu'évidemment, ça c'est juste la partie visible de l'iceberg et qu'en fait, en réalité, non seulement ça devrait être beaucoup moins, mais ça devrait être en négatif, et ça devrait même être en très négatif comparé à ça. Alors vous allez comprendre pourquoi. Je trouvais ce graphique intéressant parce que en vert, vous avez justement le sondage des grosses entreprises. Donc en gros, ils demandent aux entreprises, et c'est le chiffre qui est utilisé pour le 115 que je vous ai montré avant, combien d'emplois vous avez créés depuis la dernière fois. Et donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui a avant avait un emploi à plein temps et qui maintenant travaille 2 ou 3 emplois à temps partiel, et ben officiellement, dans la même entreprise, mettons pour faire simple, l'entreprise va dire, ben, depuis la dernière fois, on a créé 2 emplois de plus parce que ils en ont détruit un, mais ils en ont créé 3, donc voilà, plus 2. Et donc c'est pour ça que cette courbe peut aller vers le haut, comme on voit ici, mais que la courbe en rouge, qui est le nombre de personnes qui est l'employé, l'équivalent à temps plein, en fait, elle va vers le bas, parce que quand la personne en rouge ici est appelée par le bureau statistique, on lui demande est-ce que tu es employé l'équivalent plein temps, et donc il va dire oui, et ou non, dépendamment, et donc là c'est aussi un problème que ça aille vers le bas, mais donc lui ça va juste compter pour 1, alors que ici, lui qui fait les 3 emplois, ça va compter pour 3 ou plus 2, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est un problème, et donc quand on a cette divergence-là, c'est vraiment pas un bon signe, parce que de ce que j'avais regardé dans le passé, c'est toujours la ligne verte qui rejoint la ligne rouge. Et donc, ça veut dire que probablement la ligne verte a commencé à baisser déjà depuis plusieurs mois, mais que le marché, que la Banque centrale, que le gouvernement, soit ne veut pas le voir ou ne le sait pas. Enfin, d'une manière ou d'une autre, ils n'agissent pas en fonction de cette information. Ils continuent de nous dire que l'économie boom. Et donc voilà, c'est un autre élément à garder en tête. Le prochain, vous allez voir, ça c'est du costaud. Vous vous rappelez donc le fameux plus 115 dont je vous parlais, qui va sûrement devenir négatif à un moment donné. Voilà, une des raisons pour lesquelles il est positif, c'est cette grande barre verte de plus 391 emplois qui auraient été créés. Ce chiffre-là, il vient de ce qu'on appelle le Birth Death Model, qui est un modèle qui ne marche pas, que tout le monde sait qu'il ne marche pas depuis des années, mais qui continue à l'utiliser, où ils inventent littéralement un nombre d'emplois qu'ils pensent qui a été créé par les petites entreprises qui ne font pas partie du sondage, rappelez-vous de la courbe verte, mais que dans des périodes comme justement dans les dernières années, on a vu que c'est pas fiable du tout, qu'à chaque fois, ils se trompent complètement de centaines, voire de millions d'emplois créés. Et donc voilà, sans cette barre verte, en fait, le 115, plus 115, aurait probablement été moins 115, voire moins 215, ou moins 315, ou peu importe. C'est juste pour vous dire à quel point il nous présente un chiffre positif, qui en fait va probablement être très négatif. Et donc vous voyez toute l'histoire de prendre des décisions sur des mauvaises données. C'est pour ça que je me dis, il vaudrait mieux quasiment qu'il n'y ait pas de données que des mauvaises données comme ça, parce que ça va créer toutes sortes de problèmes plus tard.
Ça, c'est un autre aussi élément qui nous montre à quel point on est en récession dans la vraie économie depuis 2022-2023. Vous voyez en bleu ici, c'est les l'aides temporaires, donc les agences de placement, les choses comme ça pour les petits emplois. Et vous voyez que en fait, quand ils commencent à baisser, eh ben, en général, c'est pas bon signe. On arrive dans une récession à chaque fois, etc. Et la ligne verte en pointillé ici, c'est le fameux chiffre justement officiel qu'ils utilisent pour dire le nombre d'emplois créés. Et vous voyez encore une fois à quel point on a cette divergence ici, où le vert continue à monter et le bleu continue à avoir cette tendance globalement vers le bas. Bon, même s'il y a un petit montée ici, mais ça ne veut rien dire, c'est très court terme. Mais quand même, on a cette énorme divergence entre les deux ici. On a le fait qu'ils vont chacun dans un sens. Et donc, comme je vous ai dit, voilà, il y a un autre indicateur que le vert en pointillé ici ne reflète plus du tout la réalité, qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle en anglais un wake-up call. Là, ils vont se réveiller, ils vont être vraiment surpris et tout va devoir réêtre ajusté du jour au lendemain par rapport à l'économie, la bourse, les taux d'intérêt, etc. Enfin bref. Donc c'est vraiment pas bon signe. Voilà le CPI, donc l'indice de l'inflation qui a été publié. Bon, sans surprise, celui en bleu ici nous montre tout inclus, donc incluant l'essence. Ici, c'est sans l'essence et la nourriture, donc bon, ça monte un petit peu, mais globalement, c'est moyen. Là-dedans, évidemment, il y a des chiffres qui devraient être beaucoup plus hauts que ça. Il y en a d'autres qui devraient être beaucoup plus bas. Mais bon, on regarde la tendance, un peu de l'évolution du chiffre officiel, tout en sachant évidemment que c'est très loin de la réalité. Ça, c'était pour le PPI, donc ça, c'est pour les producteurs, donc l'augmentation des coûts des ressources, etc. Donc en haut, vous l'avez sur une base mensuelle. Et donc on voit vraiment que depuis février et mars, voilà, on a beaucoup d'augmentations reliées à justement tout ce qui s'est passé en Iran. Bon, là, ça s'est un peu stabilisé, même si ça continue de monter. Et sur une base annuelle, ça continue de monter à une très forte progression. Vous voyez, ici, on a atteint plus de 6%. En noir, ici, on a le chiffre officiel qui était à peu près à 6% qui a été donné et qui a surpris un peu le marché parce qu'ils ne s'attendaient pas à une aussi grande hausse. Mais je pense qu'il y a encore un plus gros problème là-dedans qu'ils n'ont pas encore réfléchi ou ils ne sont pas allés au bout de l'analyse. C'est que le problème de cette augmentation de PPI, c'est que contrairement à quand on a eu la dernière vague inflationniste en 2020, 2021, 2022, eh ben, les entreprises avaient beaucoup de pricing power. Ils pouvaient augmenter leurs prix et les gens allaient payer parce qu'ils avaient, entre autres, tout le stimulus qui était donné par le gouvernement, beaucoup plus d'économies, etc. Mais là, on se retrouve dans une situation où c'est complètement l'inverse parce que justement, l'économie va de plus en plus mal depuis 2022, la vraie économie. Et donc, ces entreprises n'ont plus la possibilité d'augmenter les prix sans perdre en fait les ventes. Et donc ça va rentrer dans le cercle vicieux où les entreprises ont de moins en moins de ventes, des marges de plus en plus petites, donc ils vont devoir renvoyer des gens, ce qui veut baisser la demande, et donc c'est le fameux cercle vicieux dans lequel l'économie peut rentrer, mais que pour l'instant, on n'entend pas du tout parler de ça, de gouvernement, de banque centrale, ils font comme si ça n'existait pas, donc voilà, on verra bien, mais ça fait partie des éléments que je surveille, parce que clairement, à un moment donné, la réalité va rattraper la fiction des grands titres de journaux qu'on voit. Globalement aussi, il y avait deux autres indicateurs. Donc, c'est les indicateurs PMI, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, ça nous dit est-ce que des choses de l'économie, donc les services ou la manufacture, etc., grandit, est neutre ou est en contraction. Et donc, quand on est en dessous de 50%, et donc c'est le cas pour les deux ici, et ben c'est en contraction. Et là, ça fait plusieurs mois en fait qu'ils sont tous les deux en contraction. Donc, manufacturier et services, c'est vraiment pas bon signe. C'est le truc qu'on voit justement quand on arrive en récession. Donc, vous voyez, vraiment, ça va mal. Et ah oui, un autre élément important, c'est les gens qui travaillent donc à temps partiel, j'ai mentionné, pour des raisons économiques. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi à temps plein. Et ben non seulement on arrive autour de 5 millions aux États-Unis, mais vous voyez que ça a grandi beaucoup, là, de presque 450 000 depuis la dernière fois. Donc c'est vraiment un chiffre qui nous montre à quel point l'accélération du fait que ça s'empire, en fait, la situation. Alors ensuite, pour la partie 3, je voulais voilà, rapidement vous parler d'éléments un petit peu globaux qui se passent et qu'il faut prendre en compte. Donc, quand je parle du pivot de la Fed, c'est qu'on a plusieurs éléments. Premièrement, on a Kevin Warsh. Donc lui, c'est le nouveau, il a été nommé par le Sénat. Et donc, d'après ce que j'ai compris cette semaine, il devrait prendre ses fonctions. Powell devrait justement démissionner, être démis de ses fonctions, parce qu'il était là temporairement le temps que Warsh soit confirmé. Et ensuite, il y a eu Miran, qui était celui qui avait été nommé par Trump il y a quelques mois, et qui était toujours celui qui demandait des coupures de taux.
Et donc lui, il a dû démissionner pour laisser une place ouverte à Warsh. Et donc ça veut dire qu'en gros, bah, Trump n'a pas réussi à placer, mettons, 2 nouvelles personnes sur le comité, parce qu'il a dû en enlever un pour mettre le nouveau chair Warsh. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte. L'autre chose, c'est que Warsh, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Comme je l'ai dit dans une des dernières vidéos, en vous montrant le graphique, c'est vraiment pas positif d'avoir un nouveau chef de la Fed. À chaque fois, les marchés financiers ont été au mieux un peu dans le négatif, au pire dans le très, très négatif, et que Warsh, il a vraiment pas un bon passé en termes de ce qu'il a fait, de ce qu'il a prédit, à quel point il s'est planté complètement en termes d'économie, de ce qu'il fallait faire, etc. D'être vraiment têtu, de s'entêter, etc. Enfin bref, je vous en ai parlé dans le passé. Donc voilà, ça va être à surveiller parce que on pourrait être très surpris de comment il va gérer la situation. L'autre chose, évidemment, bon, bah, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a des gros problèmes au niveau de tout ce qui est obligations mondiales, particulièrement des obligations des États. Et donc, les taux d'intérêt sont en train de monter pour tout le monde en même temps, ce qui n'est vraiment pas bon signe, parce que ça veut dire que les investisseurs voient de plus en plus de risques à prêter à ces États, et donc ils demandent d'être payés un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Et ça cause toutes sortes de problèmes, incluant au Japon, où ils ont d'un côté les taux d'intérêt qui montent, et de l'autre côté, en plus, leur monnaie qui se dévalue. Donc, enfin bref, il y a beaucoup de potentiel pour que ça crée une crise mondiale. Et n'oubliez pas que le marché global de la dette est beaucoup plus important que les marchés financiers, et que aussi, plus les taux d'intérêt montent sur les marchés obligataires, bah, plus ça donne aussi une raison aux gens de quitter les actions pour aller vers les obligations. Parce que quand on pense aux actions, bah, on sait qu'il y a quand même un risque plus élevé de perte. Et donc, si le rendement est à peu près équivalent quand on regarde le rendement moyen normal, hein, pas des dernières années de la bourse, on se dit, bah, à partir du moment où ça commence à être 5, 6, 7% de rendement sur des obligations, probablement qu'il y a beaucoup de monde qui se dirait, bah, pourquoi je prends le risque de le laisser dans des actions si je peux avoir quelque chose de moins risqué sur des obligations, etc. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller. Ensuite, il y a eu l'histoire du voyage aux États-Unis, enfin des États-Unis en Chine, et moi j'ai mis que c'était un échec. J'ai pas vu beaucoup d'analyses qui parlaient de ça, mais moi je l'ai vu comme un échec parce que j'ai l'impression qu'il y était allé et que tout le monde s'attendait à énormément de deals, tant que ce soit pour l'économie américaine, que pour la tech, que pour l'intelligence artificielle, que pour Nvidia, Tesla, etc. Finalement, bah, il n'y a rien qui a été annoncé là-dessus. Ensuite, il y a eu l'histoire de pas de nouvelles non plus d'accord ou de quoi que ce soit qui ferait en sorte qu'il y aurait un dénouement possible en Iran. On s'attendait potentiellement justement à ce que les États-Unis s'entendent avec la Chine pour potentiellement que la Chine soit un médiateur, quelque chose dans la situation. Rien de ça. Et en plus, il y a eu le commentaire de la Chine aux États-Unis en disant laissez-nous tranquille avec Taïwan, et que les États-Unis n'ont pas répondu à ça. Donc implicitement, c'est vraiment comme s'ils se retiraient un peu de la situation et qu'ils laissaient la Chine prendre le dessus là-dessus. Il y avait aussi le fait qu'ils n'avaient pas envoyé une commande d'armes justement que Taïwan avait fait il y a quelques mois. Alors voilà, on voit que il y a un an ou deux, on n'aurait jamais pensé que les États-Unis ne défendraient pas potentiellement Taïwan si la Chine veut faire quelque chose avec ça. Et là, on se rend compte que c'est complètement en train de changer. Et donc, ça peut avoir un gros impact parce que vous savez, Taïwan a évidemment un gros impact sur tout ce qui est semi-conducteurs, technologie, intelligence artificielle, etc. Ensuite, bon, la crise du crédit privé, ce que je voulais vous dire, ça prendrait une vidéo complète si je vais aller en détail, mais en gros, c'est une catastrophe au ralenti qui continue, donc il y a des nouveaux éléments qui arrivent, etc. Mais je pense un des éléments principaux que j'ai découvert dans les dernières semaines, c'est que c'est probablement bien plus gros que ce qu'on pense, entre autres à cause de l'industrie de l'assurance pour les assurances-vie. Parce que apparemment, bon, il y a plein de gens qui pensent que le crédit privé, c'est juste à peu près 2000 milliards de dollars, mais si on rajoute le 10 000 milliards de dollars de l'assurance-vie privée aux États-Unis, ça pourrait augmenter déjà de x5 ou plus la taille du truc, et c'est peut-être juste un des dominos qui pourrait en faire tomber d'autres, etc. Donc voilà, si je vois que ça continue à évoluer dans ce sens-là, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet, parce que ça prendra vraiment une vidéo pour ça, tellement c'est complexe et que j'essaierai de vous le simplifier. Mais voilà, c'était une chose à garder en tête. Des catalyseurs clés pour cette semaine, donc bon, je vous ai parlé de la Fed, et un des éléments, c'est qu'on va avoir les minutes de la dernière réunion qu'il y avait eu, pour voir en fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que c'est est-ce que on va voir qu'ils ont vraiment parlé de potentiellement faire des hausses de taux ou des choses comme ça. Et donc ça va être important pour le marché pour avoir une vision plus claire, parce qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, on parlait de coupure de taux, et là maintenant on parle de hausse de taux. Donc voilà, ça va être important dans ces moments charnières un petit peu, où ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, de voir comment les participants
ont vu ça et d'avoir un peu plus de détails que ce qui nous est dit pendant la conférence de presse. Évidemment, il y aura les résultats de Nvidia, hein. Comme d'habitude, ils vont sûrement battre les estimés, bien que évidemment ça compte seulement si on croit les chiffres qu'ils donnent, hein. Vous savez probablement que moi j'y crois à moitié. Je pense qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ces chiffres sont gonflés artificiellement et qu'il y a des éléments là-dedans qui sont pas nets et qui sont au mieux de la comptabilité créative, au pire de la fraude. Mais bon, tant que ça remonte pas à la surface, on le saura pas. À un moment donné, je pense qu'on va le savoir. Toutes les bulles ont une sorte de fraude ou d'ingénierie financière qui fait en sorte que, à un moment donné, la situation est présentée d'une manière qui n'est pas proche de la réalité. Mais voilà, on verra bien. La seule chose à noter, c'est quand même dans le passé, il y a plusieurs fois où les résultats de Nvidia, même si c'était officiellement, ils battaient les estimés, bah, l'action a baissé. Et donc, si Nvidia est un des éléments qui tient le marché en ce moment, bah, ça pourrait être un accélérateur vers le bas pour tout le reste. Donc voilà, c'est très surveillé évidemment. Et ça arrive mercredi. Les deux sont mercredi ici, donc on verra bien. Et évidemment, on a aussi la situation en Iran, donc qui pourrait évoluer n'importe quand. J'ai l'impression que les États-Unis sont de plus en plus dans un entonnoir et donc d'une manière ou d'une autre, ils veulent régler la situation. Donc soit en faisant des opérations militaires que personne n'attend et donc qui pourraient surprendre tant l'Iran que les marchés, ou en faisant un petit peu comme George Bush avec l'Irak, en déclarant une victoire anticipée, même si ça a pris après des années avant que ça se règle vraiment, et pour essayer de sauver un petit peu l'image de cette opération qui jusqu'à maintenant a quand même été relativement désastreuse pour les États-Unis. Donc voilà, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre évidemment. Donc voilà, tout est relatif, mais voilà. Alors maintenant, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, je vais vous faire un petit cadeau en vous partageant une stratégie, en fait un teaser d'une stratégie dont j'irai un peu plus en détail dans une autre vidéo dédiée. Mais je voulais vous montrer que si on se dit que ça peut potentiellement... On est dans une bulle, mais on ne sait pas si on est au milieu ou à la fin et qu'on aimerait potentiellement investir. Voilà. Si on achète 100 actions de l'ETF SMH, eh ben, on voit que c'est très linéaire, hein. Si ça monte, on peut gagner beaucoup. Si ça baisse, on peut gagner beaucoup. On n'a pas vraiment de protection, les stops, ça ne protège pas tant que ça, c'est mieux que rien. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'il y a des alternatives, et donc on voit que dans cette situation, bon, bah, la perte maximum, évidemment, c'est si ça tombe à zéro, hein, s'il y a énormément de faillites dans ce secteur. Bon, évidemment, il y a très peu de chances que ça tombe à 0,0, mais voilà, ça nous dit quand même qu'il y a ça à risque. Et je voulais vous montrer qu'il y a des moyens de le faire avec des options, dont je travaille dans les détails dans l'autre vidéo, mais en gros, ou pareil, pour l'équivalent de 100 actions, eh ben, vous pouvez réduire votre perte maximum à 5 000 $, et ça, c'est seulement ici, vous voyez, sur cette partie-là, où on voit en fait à l'expiration. Donc, si à l'expiration, le prix est ici, eh ben, on a vraiment cette perte de 5 000 $, mais vous voyez, en ce moment, on serait en positif à ce prix-là, et avec la courbe en pointillé ici qui est juste 15 jours avant l'expiration, on aura une perte qui est beaucoup plus gérable. Donc bref, il y a des moyens de gérer le risque, mais c'est juste pour vous dire quand même qu'avec cette stratégie, on passe de une perte potentiellement de 54 000 $ à une perte potentiellement de 5 000 $ ou de moins de 2 000 $ si on ferme la position avant et qu'on la gère bien. Et vous voyez, ce qui est très intéressant avec cette stratégie, c'est qu'on a des profits illimités si ça décolle vraiment et que ça nous fait encore du 100% dans les prochaines semaines et mois, ou plus. Mais qu'en même temps, s'il y a un gros crack, regardez à quel point la ligne ici, elle est à peu près proche du zéro. Et donc, c'est construit d'une manière qui est vraiment très intéressante. Et on peut parier aussi à l'inverse. Donc ici, vous avez la situation à l'inverse. Si vous pensez qu'on est sur le point d'avoir un gros crack, mais vous pouvez aussi bâtir quelque chose pour avoir en fait quasiment zéro de perte si le truc décolle vraiment. Et la même configuration ici où il faut gérer un petit peu le timing pour ne pas trop perdre, mais que même si on a la perte maximum, ben, c'est 5 000 au lieu de 50 000, et que si vraiment ça s'écrase, ben, on peut avoir des gros profits. Hein, vous voyez, pour une perte ici, mettons qu'on gère entre 500 et 1 000 $, ben, s'il revient aux 360 auquel il était avant qu'il décolle, on peut avoir un gain de 12 000 $. Donc on parle quand même de potentiellement voilà, 10 à 20 fois le risque en termes de récompense. Donc voilà, il y a des manières vraiment de gérer ça d'une manière plus intelligente pour configurer les choses en fonction justement des deux scénarios. Si ça va à l'inverse de moi, je perds pas trop. Si ça reste dans la zone entre les deux d'incertitude, je le gère. Et si ça va vraiment dans mon sens, eh ben, je peux décupler les gains. Donc il y a vraiment des moyens de gérer ces situations incertaines. Alors voilà, si je voulais vous dire que je lis tous les commentaires, toutes les questions, donc vraiment, et je réponds à tout ce que je peux. Donc dites-moi si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous avez besoin de clarifier? Et à la prochaine.